Et si les joueurs NBA les plus importants étaient en réalité des joueurs NFL? En voici un titre bien intriguant et peut-être trop évident pour certains, mais qui mérite certaines explications pour d'autres. Posons-nous alors la question, quels sont les joueurs NBA qui ont le plus de valeur? Mais en réalité, modifions un peu cette question pour quels sont les skills qui ont le plus de valeur en NBA? Et pour comprendre cela, faut bien comprendre que la NBA, c'est peut-être la ligue au monde qui est le plus en mouvement, le plus en recherche d'avantages concurrentiels. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vu qu'en théorie, tous les front office ont le même budget, ont à peu près les mêmes qualités de joueurs, eh bien ces mêmes front office vont chercher à gagner aussi par la manière de jouer. Est-ce qu'il y a un type d'action qui nous donne un avantage sur les autres de par la rentabilité de cette action? En gros, peut-on faire surperformer un effectif grâce à un style de jeu, une action? C'est un peu ce qui s'est passé avec les Rockets dans les 2010 et c'est aussi ce qui est en train de se passer avec les Rockets actuellement. Et peut-être que la bonne comparaison, ce serait de comparer Steven Adams et toute sa bande à une mêlée qui gagne encore et encore ses duels. Et toute cette recherche de modifier son style de jeu, cette optimisation permanente, elle est drivée, qu'on le veuille ou non, par les analytics. Et récemment, les analytics sont là pas mal documentés. Elles nous mènent vers un constat assez simple, c'est la recherche de transition. La recherche de transition, pourquoi? Parce que le meilleur tir au basket, c'est celui-là. Celui quand la défense n'est pas encore en place. Et il y a plein de modèles qui mènent à ce résultat. Plein de façons de faire, plein d'anneaux qui servent tous le même maître, celui de la transition. Et donc on arrive au sujet du jour. Qui sont les joueurs qui arrivent à générer le plus de transitions? Et c'est assez important de parler en fréquence avec ce nombre et non pas en réussite sur transition. Parce que ce qui importe, c'est pas tant d'être efficace en transition, mais en fait c'est d'arriver à créer le plus de transitions possible, justement parce que la transition est un style de jeu et une action tellement rentable que le volume prédomine sur l'efficacité sur cette action. Et c'est là où la vidéo prend un tournant intéressant parce que instinctivement, à qui est-ce que j'ai pensé? Eh bien, forcément à des joueurs comme Giannis Antetokounmpo, comme Amen Thompson, qui sont des freaks de la nature, ou aussi à Nikola Jokic, et ça, c'est parce que j'ai regardé la dernière vidéo d'Azad sur le Dreamcast Show. Et dans cette vidéo, il parle aussi du fait que pas mal de gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés, et donc, je vous invite à vous abonner, tout simplement, si vous aimez cette vidéo, et à la liker. C'est ce qui nous aide le plus. Mais en réalité, c'est là où notre œil montre ses limites. Où on est incapable en fait de vraiment savoir quels sont les joueurs qui transforment le plus d'actions en transition. Qui sont les plus gros moteurs de transition de NBA. Et donc pour faire simple, on va aller chercher dans la data. Et quand on cherche dans la data, on va s'intéresser aujourd'hui à une stat précise qui ne dit pas tout, mais qui est le on-off de fréquence sur les rebonds. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire la différence entre quand un joueur est là et quand il n'est pas là, sur la capacité de l'équipe à convertir un rebond défensif en transition, à passer de cette action à celle-là. Et ça en fait c'est ultra important, mais ça ne dit pas tout. Pourquoi? Parce que le on-off, ça prend aussi en compte le backup. Et donc ça va dire plus sur l'importance du joueur dans son équipe que sur le niveau réel de l'équipe quand le joueur est là. Et donc on va aussi essayer de recouper avec le on-court, le score que font ces joueurs lorsqu'ils sont sur le terrain et le différentiel entre lorsqu'ils sont là et lorsqu'ils ne sont pas là. Et quand on regarde ça, on tombe en réalité, parmi les joueurs qui ont joué un minimum de minutes, sur une liste assez impressionnante de 7 joueurs qui ont un on-off de plus de 8%. Autrement dit, quand ils sont là, il y a 8% de rebonds en plus qui sont transformés en transition que quand ils ne sont pas là. Et ces 7 joueurs, ce sont les suivants. Nikola Jokic, Luka Doncic, Stephen Castle, Franz Wagner, Lauri Markkanen, Immanuel Quickley et Deni Avdija. Et en réalité, cette liste elle est plutôt intéressante parce qu'on voit qu'il y a 2 styles de jeu assez distincts chez ces joueurs. Les premiers, c'est ce que je vais appeler les quarterbacks. Et donc on peut s'attaquer aux 2 plus évidents, Luka Doncic et Nikola Jokic.
Nikola Jokic a un différentiel de plus 13,2%. C'est complètement stratosphérique, c'est le meilleur de toute la NBA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec lui, la performance des Nuggets est dans le 57e centile. Donc ce qui est plutôt moyen bon. Mais ce qui veut dire aussi que sans lui, c'est une vraie équipe extrêmement lente et qui a presque pas de jeu de transition en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que Jokic, c'est évidemment un quarterback, mais que cette année, il a aussi une capacité à pousser un peu la balle en transition, ce qui fait que son score passe d'élite à tout simplement le meilleur de NBA. Et en plus, il a peut-être un des meilleurs receveurs de NBA, si je veux dire ainsi, avec Christian Braun, mais finalement, ce cas, on l'a beaucoup déjà traité, et donc je ne vais pas m'attarder dessus. Passons ensuite à Luka Doncic, plus 11,7%. Et là encore, quand il est sur le terrain, 58e centile, donc quasiment le même score que Jokic. Et ce qui est intéressant, c'est que ce score-là, c'est une totale nouveauté. Chez Luka Doncic, ça n'a jamais vraiment été son rôle. Et pourtant, c'est vrai que quand on y réfléchit, il a tout pour être le meilleur quarterback de la ligue. Et je pense que sur ce genre d'action, il y a un côté qui est intéressant et qui est un peu sous-estimé, c'est la précision qu'il faut avoir. La vitesse de réflexion, la vitesse de scanner le terrain et la précision de la passe. Et l'autre chose que je trouve particulièrement intéressante avec le cas de Luka Doncic, c'est que ses coéquipiers le cherchent en permanence. En permanence, là on voit bien DeAndre Ayton qui de suite le serre, lui il remonte le ballon, il voit le mismatch à l'intérieur, la position préférentielle et il fait la passe. Et on sent vraiment que ces petites courses, elles sont extrêmement travaillées. Là, dès que le tir est pris, vous voyez, Jake LaRavia, il part de suite en transition. Trey Murphy chute en plus. Mais Marcus Smart, qui est aussi un bon passeur, on voit que lui, sa mission, c'est de trouver Doncic, qui lui ensuite trouve Jake LaRavia, qui était parti. Mais donc, on est peut-être sur les deux plus gros exemples de quarterback de la ligue, les plus évidents, et donc aussi les moins intéressants, même si peut-être les meilleurs. Et déjà, on se rend compte d'une chose, c'est que le ballon va toujours plus vite que l'homme, et donc faire une passe, ça va plus vite que faire une course, et c'est donc encore plus rémunérateur, mais c'est là aussi plus dur. Et c'est pour ça, je pense, que Doncic et Jokic ont des on-off si importants, parce qu'en fait, des passeurs de cette qualité, de cette précision, il n'y en a pas beaucoup en NBA, et donc quand ils sortent, le score de l'équipe diminue drastiquement. Et le troisième s'inscrit aussi un peu là-dedans, c'est Stephon Castle. Et ça peut paraître surprenant que le moteur de transition des Spurs, ce soit pas De'Aaron Fox, mais en réalité c'est complètement le cas, et encore une fois on retrouve ces schémas où c'est presque systématiquement lui qui est recherché après le rebond. Et Castle, c'est un joueur qui est dans un style un peu différent, parce qu'il a cette capacité à dribbler d'abord, et ensuite on va dire plutôt fixer assez rapidement, pour ensuite servir le décalage. Et en fait, on retrouve un joueur qui est un passeur vraiment de fixation, où il va être très très bon pour un peu manipuler, feinter le défenseur avec son corps. Et là, par exemple, la petite feinte des yeux, Colin Gillespie est complètement eu, et la passe cachée pour Keldon Johnson libère un tir. Mais en fait, c'est vraiment lui qui est recherché par Wemby, et ça se comprend parce que en fait, c'est tout simplement, je pense, le meilleur passeur de l'effectif des Spurs, et donc il est capable de trouver Wemby sur un alley-oop, et en même temps, c'est aussi un joueur qui a des feintes qui sont extrêmement efficaces face à des défenseurs un peu déséquilibrés en mouvement, comme notamment par exemple ce in-and-out dribble qu'il utilise beaucoup, où en pleine vitesse, il va poser énormément de poids sur sa jambe gauche pour repartir sur sa jambe droite, descendre très bas le ballon, et ça finalement, dans une défense où il y a de l'espace, ça marche. Mais ce qui est intéressant avec lui du coup, c'est qu'il y a vraiment ce profil un peu plus hybride, où il va faire la passe, mais dans un second temps, après avoir gagné des mètres, et on voit que c'est travaillé, parce que les autres joueurs courent dans leur couloir, et lui on lui laisse tout l'axe du terrain, très souvent, pour opérer, fixer la défense, et trouver un bon tir. Et ce qui est intéressant avec Stephon Castle, c'est qu'il a un énorme différentiel, plus 10,7%, mais il a aussi un énorme on-court. Quand il est là, c'est le 90e centile en termes de performance, de fréquence de transition après un rebond. Donc on a vraiment un joueur qui fait passer l'équipe d'une équipe mauvaise à une équipe élite sur de la transition, de par ce profil peut-être un peu plus hybride, et aussi le style de jeu d'une équipe
beaucoup plus athlétique, qui va beaucoup plus rechercher ses tirs pour cacher un peu les lacunes structurelles offensives de l'équipe que les Nuggets et les Lakers n'ont pas. La transition se fait donc sur le profil et passons donc à notre premier running back à plein temps, j'ai envie de dire, c'est Franz Wagner. Et Franz Wagner, lui aussi, plus 10,1%, 98e centile, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il est là, c'est le 95e centile en termes de performance de transition. Donc là encore, on a un joueur qui est primordial dans son équipe et qui tire le niveau de son équipe dans des hauteurs d'élite. Et c'est vraiment surprenant de le voir là, Franz Wagner, surtout dans le rôle de running back, parce que c'est pas du tout le profil sur lequel on aurait parié. Mais déjà, faut en parler, cette équipe du Magic, c'est peut-être une des équipes qui a le plus changé son approche de ce point de vue-là de toute la NBA, puisqu'ils sont passés de 16e en fréquence de transition à tout simplement 2e de toute la NBA. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le Orlando Magic n'hésite pas à faire souvent des hard close-out, et après le close-out, le joueur va partir en transition pour prendre la position, et si jamais son équipe reçoit la balle, c'est lui le premier en transition. Et c'est vraiment un petit filou, le Franz, et dès qu'il peut, déjà c'est ça qui est agréable, c'est presque finalement un receveur, c'est que dès qu'il peut, il va essayer de prendre la position pour que si jamais le Magic reçoit la balle, ce soit lui qui ait l'avantage de l'autre côté. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment ce côté accélérateur de particules avec Franz Wagner. Pourquoi ? Parce que déjà c'est un joueur qui joue extrêmement souvent la tête levée, qui scanne le terrain en permanence et qui est tout simplement face à une défense désorganisée, capable de, ici vous voyez, recevoir la balle, et lui il peut driver dans l'espace, et c'est un excellent driver avec le body control et les longs bras. Il a repéré la ligne de drive, il a la vitesse, il a le handle, et il a la capacité à finir. Donc finalement c'est vraiment un alliage de physique, parce qu'il faut la capacité à drive que Tyus Jones n'a pas par exemple sur cette action, mais aussi de technique, de savoir jouer la tête levée tout en accélérant, et ça c'est assez rare. Et ça fait de Franz Wagner le moteur du Magic, et ça Orlando l'a bien compris, et on essaye de le placer le plus possible au rebond, et donc ce qui fait que quand lui n'est pas en train de jouer la carotte, mais est au rebond, et de suite on va lui libérer ses couloirs avec Desmond Bane, et il va très très souvent faire le bon choix pour soit trouver le joueur, soit le plus souvent finir lui-même. Finalement on se rend compte avec lui que les skills d'un joueur de transition, c'est peut-être pas exactement ce qu'on attendait. C'est peut-être pas de l'explosivité pure, mais c'est surtout une capacité à faire systématiquement les bons choix avec ce physique-là. À pas forcément aller plus vite que l'adversaire, et surtout une question d'aller plus vite dans la lecture, justement. Ensuite, on a deux autres running backs avec Lauri Markkanen et Deni Avdija. Et ça, on est vraiment sur des running backs purs, notamment Deni, qui est juste un des meilleurs pour faire exactement la même chose que Franz Wagner. C'est-à-dire prendre le ballon, prendre de la vitesse, prendre l'inertie, être très puissant avec sa grande serpente, mais toujours jouer la tête levée, repérer les espaces et passer de finalement pas grand-chose à un tir sous le cercle. Finalement, les deux ont à peu près le même profil, 63 et 73e centile, avec une grosse différence. Donc ils font passer l'équipe de plutôt mauvaise à moyen plus, mais on n'est pas sur les scores de Franz Wagner et Stephen Castle. Et finalement, on se dit que le meilleur des mondes serait peut-être de savoir faire les deux, de savoir faire la passe et la course. Et il y a un joueur qui est tout simplement dans le 98e centile en on-court, c'est-à-dire en performance quand il est sur le terrain, et qui est dans le 96e centile en on-off. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme différentiel entre quand il est là et quand il n'est pas là, et quand il est là, l'équipe est une équipe d'élite. Alors qui sait se mettre de la transition ? C'est Immanuel Quickley. Et c'est assez surprenant de le voir là, le Raptor, mais en réalité, c'est peut-être le meilleur dans l'exercice cette saison. Et ce qui est intéressant, c'est que les Raptors l'ont bien compris. Il est extrêmement mis en avant, recherché, parce qu'il a cette capacité à être un excellent passeur avec beaucoup de précision et encore une fois cette vitesse de lecture pour profiter du temps d'avance de ses coéquipiers. Mais c'est aussi un joueur qui, si jamais la défense a couvert cette première passe, il peut accélérer lui-même avec sa vitesse tout simplement phénoménale. Et soit aller jusqu'au panier, soit dégainer le pull-up aussi, qu'il a et que Wagner et Castle n'ont pas, et donc souvent transformer presque rien en un très bon tir.
Et en plus de ça, il y a des systèmes de passes favoris chez les Raptors dans un troisième temps avec la troisième vague, à savoir Brandon Ingram, qui arrive souvent en trailer. Donc finalement, c'est un peu le package complet et c'est assez surprenant de le voir là, mais c'est assez incontestable que c'est lui le meilleur cette saison. Donc voilà, voici les 7 meilleurs moteurs de transition cette année en NBA. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose, qu'elle vous aura peut-être un peu surpris et que ça aura été un bon rappel qu'il ne faut pas toujours croire nos yeux. En tout cas, prenez soin de vous et moi je vous dis à très très vite. Ciao ciao.